Bonjour. Bon, le thème de la journée, l'agilité dans un monde qui change. Bien sûr, ça implique beaucoup de choses. Mon sujet à moi, c'est l'audace. Le droit d'oser et donc de faire des erreurs. Et je crois qu'il est important de bien comprendre la mécanique de l'erreur, peut-être pour se donner plus le droit à l'audace et à l'erreur. Alors, commencer par un petit exercice et vous demander, que voyez-vous? Vous dites sans doute, une fenêtre. Une fenêtre. Simplement, elle est un peu en perspective. Mais au fond, pourquoi ce n'est pas une fenêtre trapézoïdale? Ça pourrait être une fenêtre trapézoïdale, mais ce n'est pas l'idée qui vient la première. Pourquoi? Eh bien, ça montre bien comment on pense. Les idées que vous avez en vous, à propos des fenêtres, elles sont rectangulaires. Et si vous n'avez pas de doute par rapport à vos idées, vous êtes obligé, pour réconcilier ce que vous avez avec ce que vous voyez, de mettre la fenêtre en perspective. Et donc, il y a deux formes de posture intellectuelle. Ou bien vous considérez que vous savez tout, que les certitudes en vous sont premières, et vous adaptez ce que vous voyez pour que ça coïncide, ou bien vous avez une posture de doute. Et vous dites, mais au fond, il y a un jour quelqu'un qui a dit certitude, servitude. Superbe phrase, certitude, servitude. Et donc, vous réalisez la dépendance que vous avez de vos certitudes, et vous dites, mais au fond, il y a d'autres hypothèses possibles. Voilà où la pensée se déroule. La pensée se déploie entre vos idées et le monde en face. Premier petit exercice. Regardez bien. Bernard regarde Julie et Julie regarde Antoine. Bernard est marié, Antoine ne l'est pas. Question, est-ce que quelqu'un de marié regarde quelqu'un qui ne l'est pas? Probablement vous dites, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne sait rien de Julie. Eh bien, c'est une erreur. Parce que pour Julie, il n'y a que deux cas possibles. Ou bien elle est mariée, ou bien elle ne l'est pas. Et dans les deux cas, quelqu'un de marié regarde quelqu'un de non marié. Ce type d'erreur, c'est une erreur de logique. Et il y a moyen de faire des progrès. Mais un autre type d'erreur, plus difficile à identifier, faisons l'exercice tout de suite. Je vous demande de compléter la phrase. Le chat a pattes et l'oiseau en a. Bon, vous dites, le chat a 4 pattes, l'oiseau en a 2, où est le problème? Mais un jour, un enfant a répondu, le chat mal aux pattes et l'oiseau en a de la peine. Est-ce que c'est une erreur? Oui et non, ça dépend des idées en vous. Peut-être que c'est plutôt de la créativité. Et vous voyez le lien entre la créativité et l'erreur. Il y a deux grands types d'erreurs possibles. L'erreur où il existe une bonne réponse et on ne la trouve pas, et ce n'est pas le plus difficile. L'autre type, c'est quand on arrête trop vite de penser. On va commencer par 3 petits exercices où la bonne réponse existe. J'ai 2 fois 4 cartes dans chaque main. D'un côté, 4 as, de l'autre côté, un peu n'importe quoi. Bon. Quelle est la main la plus probable d'après vous? Alors vous allez vous dire, c'est la main où il y a un peu n'importe quoi. Non. Non, la probabilité est exactement la même. C'est 4 cartes tirées d'un jeu de cartes. Simplement, quand on dit un peu n'importe quoi, on ne voit pas les cartes en détail, mais la probabilité est exactement la même. Alors, un dernier exemple d'une erreur possible alors qu'il existe une bonne réponse. Bon, imaginez que vous demandez à quelqu'un en quelques secondes de donner un ordre de grandeur. Combien fait 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8? Il va vous dire 1000, 1500. Demandez à la même personne combien fait, cette fois-ci, 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2. Donc la même chose, mais présentée à l'envers. Vous commencez par le 8. Eh bien, il y a beaucoup de chances que l'ordre de grandeur sera plus grand. Si vous partez par 2 x 3, vous êtes parti dans les petits nombres. Si vous partez par 8 x 7, vous êtes déjà dans un autre registre. Et donc, alors que la réponse existe, c'est des mathématiques élémentaires, la pensée va risquer de fonctionner de manière différente. Et on a un autre type d'exercice, on va en faire 3,
qui montre ce danger qui est en nous d'arrêter trop vite. Mais on dit toujours un train peut en cacher un autre, eh bien une bonne idée peut en cacher une autre. Donc premier exercice, voilà un carré. Et je vous demande de combien de manières différentes on peut couper le carré en 4 morceaux égaux. Alors directement, vous pensez bien sûr la croix, les diagonales, probablement les tranches. Bon, et puis vous dites voilà, éventuellement 5-6 manières, bon, et vous êtes déjà content. Ah ben non, il faut continuer à penser. Prenez par exemple la croix. Si vous la faites pivoter un petit peu, et quel que soit l'angle, vous aurez 4 morceaux identiques. Donc il y a une infinité de manières de couper en 4 morceaux identiques. Et même plus que cela. Est-ce que vous avez pensé à des lignes courbes? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas avoir de lignes courbes. Donc il y a une infinité de lignes courbes. Le danger dans des exercices comme ça, c'est de s'arrêter trop vite. Faisons un autre exercice. Bon, que voyez-vous? Pas très difficile, vous dites, ben, c'est un T. Maintenant, je vais vous demander, que voyez-vous? Bon, vous avez envie de dire 2T, c'est très naturel. Imaginez seulement, maintenant, que je n'ai pas montré le T pour commencer. Que directement, je vous ai montré les 2T. Eh bien, peut-être vous auriez répondu autre chose. Des tabourets, des poteaux, ou un actif passif si vous aimez la comptabilité. Et donc, vous voyez bien, le passé de vos idées influence le présent. C'est une autre belle manière de montrer les biais cognitifs. Dernier petit exercice, regardez ces 4 mots. Est-ce qu'il n'y en a pas un d'un genre différent? Ben, vous dites oui. La tour Eiffel, qu'est-ce que ça vient faire la tour Eiffel? Dans des mots plutôt connotés religieux. Je vais vous montrer les mêmes mots organisés autrement. Avec la même demande, lequel est un peu d'un genre différent. Est-ce que vous n'avez pas envie d'enlever prière cette fois-ci? Ben oui, parce que vous dites, tiens, ce n'est pas du tout un bâtiment. Et donc vous voyez bien que suivant le regard qu'on porte, on va avoir des réponses différentes. Bien sûr, ni l'une ni l'autre n'est la bonne réponse. Simplement, pensons plus, il y a d'autres possibilités. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est une erreur. Et il y a 2 manières de voir ce que c'est. Rappelez-vous les fenêtres, on peut voir de 2 manières. Les erreurs, c'est la même chose. Je peux voir l'erreur comme quelque chose d'ennuyeux, qui coûte cher. On perd du temps, on perd de l'argent, c'est énervant, il vaut mieux les éviter. Il est aussi possible de voir les erreurs totalement différemment. En dit au fond, l'erreur est la condition de la réussite. C'est parce qu'on se trompe qu'on a des grandes idées. Le droit à l'erreur, c'est ça. Prenez une voiture. Si vous regardez, 1 litre d'essence part environ pour 40% en mouvement, et c'est ce qu'on veut, et pour 60% en fumée, en pollution. Et ça, on ne veut pas. Vous pouvez vous dire, la pollution, c'est ennuyeux. Mais vous pouvez aussi vous dire, et c'est ce qu'il faut dire, c'est que la pollution est la condition du mouvement. Et donc, il en va de même avec les erreurs. Kant a une superbe métaphore. Il dit, l'homme est comme un oiseau. L'homme est comme un oiseau, et donc, de temps en temps, il en a un peu marre du vent. Le vent qui... il se dit, mais ce serait bien un monde où il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'air, pas de vent, boum, l'oiseau tombe. Et donc, l'air, le vent, est à la fois le problème de l'oiseau, mais aussi la condition du vol de l'oiseau. Il en va de même des erreurs. Les erreurs, c'est sûr que c'est le problème de la pensée, mais c'est aussi la condition d'une pensée qui réussit. Voilà, en quelques minutes, quelques éléments, je crois qu'ensemble on a un petit peu compris la mécanique de l'erreur, l'importance de l'erreur, et maintenant c'est à vous de jouer. À vous de jouer, essayez de voir avec vos collaborateurs, au fond, comment puis-je organiser d'une certaine manière dans l'entreprise ce droit à l'erreur qui est condition de l'audace, qui est condition de l'agilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc, c'était très intéressant. Alors effectivement, j'ai bien compris que faire des erreurs, c'est un vecteur d'opportunité. Pourtant au quotidien, j'essaye d'en faire le moins possible. Et justement, j'aimerais bien savoir quelle posture vraiment adopter
pour changer ce regard sur l'erreur? Je ne te connais pas, ou un tout petit peu. C'est extrêmement difficile de donner un conseil à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mon métier n'est pas quoi penser, quoi faire. Mon métier, c'est comment penser. Et là, je crois que je peux être utile. Et en termes de posture, bon, par exemple, te convaincre qu'une erreur n'est vraiment une erreur que si on n'en retire rien, si on n'en apprend rien. Et donc, prenons l'habitude d'apprendre de nos erreurs. Je suis grand-père, j'ai une petite fille. L'autre jour, elle me disait « Daddy, j'ai prendu mon bain ». Bon, d'abord, c'est très logique. Hein. Rendre, rendu, prendre, prendu. Et je crois que de dire « j'ai prendu mon bain », c'est la meilleure manière pour elle et pour moi de lui apprendre « j'ai pris mon bain ». Et donc, je crois que la posture, c'est essentiellement apprendre de ses erreurs. Se rendre compte que l'erreur, dans un premier temps, je dirais, tout va dépendre de ce qu'on en fait. Je suis assez d'accord. Et par contre, je me dis, je ne suis pas toute seule non plus. Et justement, dans les organisations, je l'ai vu au travers de mes différentes expériences, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui le facilitent et d'autres pas. Et justement, quelles sont les entreprises qui facilitent le droit à l'erreur et quelles sont celles justement qui les empêchent? Je vais évidemment pas mettre de nom. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a des cultures différentes. Il y a des organisations où on a le droit au risque. Il y a même des organisations qui donnent des tranches horaires. On peut développer des projets personnels. Mais finalement, la différence, je dirais, ce sont les organisations qui, oui ou non, respectent la règle de base. Et la règle de base, c'est quoi? C'est qu'aucune idée n'est née bonne sur la Terre. La lampe, la caméra, la télévision, le vin. Aucune idée n'est née bonne. Il y a toujours deux temps. Il y a un premier temps où l'idée est simplement nouvelle. Tiens. Et un deuxième temps où elle devient éventuellement bonne. Et donc, juger l'idée dans le premier temps, c'est pas, quand on dit à quelqu'un c'est pas une bonne idée, c'est une faute contre la logique, parce qu'une idée nouvelle n'est jamais bonne. Et je crois que les organisations qui acceptent ce principe, c'est celles-là qui autorisent l'erreur, ont bien compris les lois de la pensée, et finalement, c'est là que ça se passe le mieux. Alors, une dernière question, mais j'ai surtout envie de dire un dessin qu'on va peut-être dessiner ensemble. On en a vu beaucoup durant cette vidéo, et j'aimerais connaître justement les 3 conseils pour transformer mes erreurs en pépites. Je me méfie beaucoup des 3 conseils, des 3 règles, etc. Parce qu'il n'y a pas une théorie des erreurs. Si elle existait, il y aurait moyen de ne pas en faire. Donc, il y a des recommandations. Alors, la première, j'ai envie de dire, je vais l'illustrer avec un exemple, c'est Harry Potter. Il y a 11 éditeurs qui ont refusé Harry Potter et un qui a accepté. Bon, on imagine. Et ça montre bien, en fait, les 12 éditeurs ont reçu le même manuscrit. Il y en a 11 qui ont dit non, il y en a un qui a dit oui. Et ça montre que la décision, le choix, n'est pas tellement lié à l'information, ils ont tous eu la même, mais beaucoup plus lié à la manière dont on la traite. Et donc, premier conseil, ne croyons pas qu'on se trompe parce qu'on n'a pas une information. En fait, on est informé. On se trompe parce qu'on a des biais qui la gèrent de manière X ou Y. Bon. Deuxième conseil, très simple. Essayez de, certains moments dans les réunions, de ne pas dire oui mais. Ça paraît idiot, mais c'est très très difficile. Hein. C'est très difficile. C'est tellement naturel, oui mais. Essayez pendant des moments de obliger le oui et. Quelqu'un dit quelque chose, oui et. Et c'est un peu contre-intuitif, c'est pas très naturel, ça demande un effort, mais c'est extrêmement riche. Et le troisième, je dirais, lire. Lire des aventures, d'explorateurs, de savants, d'entrepreneurs, de tous azimuts, et de regarder à quel point l'erreur a été importante dans leur succès. Apple, dont on parle peut-être un peu trop, mais on en parle beaucoup, c'est probablement l'entreprise qui a fait le plus d'erreurs. L'Apple II n'est pas le premier ordinateur, le premier c'est Apple I, mais qu'il était tellement mauvais, mais il a permis l'Apple II. Et donc, je dirais, il y a la pensée logique qui nous permet de faire des tas de choses, et la pensée analogique est aussi très utile. Et par analogie, de voir
comment des explorateurs, des savants, des inventeurs se sont trompés et ont appris de leurs erreurs, je crois que ça peut aussi être très utile. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie.